La question d'actualité adressée la question d'actualité adressée au ministre d'État. On va demander à Kadri, auteur de la question d'actualité, de bien vouloir nous faire le rappel de cette question. Non. C'est quoi ça? Monsieur le Président, honorables députés, Monsieur le ministre, bonsoir. Je vais vous lire la question d'actualité qui a été adressée en date du 8 novembre au ministre d'État, au ministre de l'Intérieur, libellé comme suit, objet question d'actualité. Monsieur le ministre, le 16 octobre 2016, vous avez signé un arrêté portant nomination des membres du comité élargi pour la révision des lois électorales, à savoir la Constitution du 25 novembre 2010, la loi organique numéro 2014-03 du 15 avril 2014, portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La loi numéro 2014-01 du 28 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires. La loi organique numéro 2014-04 du 15 avril 2014 portant régime électoral des membres de l'Assemblée nationale. L'arrêté dont il s'agit suscite des commentaires et mérite d'être examiné au regard de certaines dispositions de la Constitution du 25 novembre 2010. Attendu que l'article 173 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. » L'article 109 de la Constitution dispose « Le gouvernement a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. » Les députés et le gouvernement ont le droit d'amendement, et cela, quelle que soit l'origine du texte. Au regard de l'article 173 de la Constitution, lorsque l'initiative de la révision vient du pouvoir exécutif, seul le président de la République est habilité pour demander une révision à travers un projet de révision, étant entendu que nous sommes dans un régime semi-présidentiel à exécutif bicéphale. Aussi, s'agissant de l'initiative de loi venant de l'exécutif, il ressort clairement de l'article 109 susvisé de la Constitution que c'est le gouvernement qui est habilité à initier ou réviser des lois à travers des projets. En outre, l'article 173 de la Constitution du 25 novembre 2010, l'article 73 dispose « Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il dirige, anime et coordonne l'action gouvernementale. » À la lecture des dispositions constitutionnelles qui précèdent, et usant des prérogatives que nous confèrent la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous vous demandons, Monsieur le ministre d'État, d'avoir l'obligeance d'éclairer les lanternes des représentants de la nation et, à travers eux, l'opinion publique sur le contenu et les motivations de l'arrêté du 14 octobre 2015 portant nomination des membres du comité chargé de réviser la Constitution et les lois électorales, en répondant aux questions suivantes. Première question. Quel est le fondement ou la base juridique de votre arrêté au regard de l'article 173 de la Constitution? Deuxième question. Quelle est la mission exacte du comité en cause? Troisième question. Quelles sont les dispositions de la Constitution et des lois électorales qui seront révisées? Merci, Monsieur le ministre. Chers collègues, merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre d'État, vous venez de suivre la lecture de la question d'actualité. Je vous invite à donner les éléments d'éclairage qu'appelle cette question.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux d'être cet après-midi ici devant vous à l'effet d'apporter des réponses et par conséquent certainement des éclaircissements aux questions qui me sont adressées à travers cette question d'actualité par le député Dodo. Je voudrais remercier très sincèrement Monsieur le député parce qu'il me donne l'occasion d'apporter un peu de lumière sur une question qui a été passablement polémique les semaines passées. Même si en effet l'effet de mousse de la polémique s'est dissipé pratiquement, même si le soufflet est quelque peu retombé, il n'en demeure pas moins de ce que, dans la mesure où cette question de révision de la Constitution est très sensible, jamais elle ne sera inactuelle lorsque elle a été posée. Or, que nous l'ayons voulu ou pas, la question a été posée en effet. Pourquoi la question est très sensible? C'est simplement parce qu'on est en Afrique. Lorsqu'on suit l'actualité, à chaque fois qu'on entend parler d'une révision de la Constitution, c'est à des fins forcément malveillantes et de nature à remettre en cause des acquis démocratiques. Ici au Niger, nous n'avons jamais eu cette situation, nous avons eu une situation pire. Parce que souvenez-vous, en effet, jamais en 2009, il n'avait été question de réviser la Constitution. Le seul article qu'il aurait été intéressant de réviser, c'était l'article, si ma mémoire est bonne, 142. Or, lui, n'était pas susceptible de révision. Ce n'est pas un hasard si nous avons été convoqués à un référendum sur une constitution qui a été rédigée après un coup de force contre la constitution qui régissait le fonctionnement des institutions. Lorsque vous suivez l'actualité en Afrique, partout où il a été question de réviser la Constitution, on l'a fait à propos de l'article relatif au mandat du président de la République et au nombre de mandats auxquels il peut prétendre. Une espèce de petite tradition s'est installée après les années 90, même en Afrique, qui avait voulu que lorsqu'on élaborait les nouvelles constitutions, cette génération de constitutions des années 90, post-conférence nationale, on dise que le président de la République est élu pour un mandat en général de 5 ans, renouvelable une fois. Et chez beaucoup de chefs d'État africains, il y a eu une volonté de ne pas accepter cette disposition-là. C'était le fameux article 137 de la Constitution du Burkina Faso. En République démocratique du Congo, à côté de nous, il n'est pas encore question de révision de la Constitution. Ce qui s'est passé, c'est que le mandat va arriver à terme sans qu'on ait organisé l'élection présidentielle. Le 19 décembre, vous le savez bien. Chez nous, donc, nous avons l'article 175 qui dit que le multipartisme, le caractère républicain de l'État, le multipartisme, le principe de la séparation de l'État et de la religion, les dispositions relatives à l'alinéa 1 et 2 de l'article 47 et l'article 185 de la Constitution ne sont susceptibles d'aucune modification. Et tirant les leçons de notre expérience de la Ve République, le législateur a ajouté que cet article lui-même n'est pas susceptible de modification.
C'est-à-dire que nous avons mis, en l'occurrence, un double verrou. Informé en cela, parce qu'il aurait pu se passer, parce qu'à un moment donné, en effet, lorsqu'il y avait eu une tentation de réviser la Constitution, la question était de savoir s'il n'était pas possible qu'on révisât cet article-là 142, qu'on fasse les choses en deux moments. Le moment de la révision de cet article pour rendre possible par conséquent la révision de l'article équivalent de l'article 47 actuel qui, lui, dans son alinéa premier, a dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais nous avons ajouté une autre disposition cette fois-ci pour dire que nul ne peut faire plus de 2 mandats ou proroger un mandat quelconque. Alors, lorsqu'on sait que nous avons été en face de cette épreuve et qu'on se souvient de toute l'énergie que nous avons dépensée pour faire échec à cette situation, je pense que c'est un peu trop facile de nous soupçonner de pouvoir revenir sur cela. Monsieur les députés, mesdames les députés, ce qui s'est passé est quelque chose de bien plus banal. Comme d'habitude, à la fin de la dernière élection, la CENI a fait une évaluation de notre système électoral. Elle y a vu un certain nombre de failles, un certain nombre d'insuffisances. Et elle a convoqué un forum qui a impliqué tous les acteurs des élections les 21 et 22 septembre de cette année. Et un certain nombre de recommandations ont été faites à l'issue de ce séminaire de 3 jours organisé sous le gîte de la CENI. Ces recommandations, le président de la CENI les a soumises à la réunion du CNDP du 4 et 6 octobre 2016. À partir de ce moment, mon ministère, le ministère de l'Intérieur, qui a en charge la tutelle des élections, qui exerce la tutelle des élections en vertu du décret 216-208 PM du 11 mai 216, définissant les attributions des membres du gouvernement, qui dit que la tutelle des élections et autres formes de consultation des citoyens relève des prérogatives du ministère de l'Intérieur. C'est le cas dans tous les pays du monde. Nous nous sommes sentis investis de la mission et nous nous sommes fait le devoir de commencer les choses très tôt, de ne pas attendre la dernière année pour apporter ces changements. Et nous avons mis en place un comité dont la mission est de répertorier toutes les recommandations faites par la CENI, mais aller au-delà, parce qu'en plus de la CENI, vous avez un certain nombre d'ONG qui s'intéressent aux questions électorales étrangères et même internationales, qui ont fait le même type de séminaire et qui ont fait leurs recommandations. Il s'agit donc de s'approprier toutes les recommandations qui ont été faites et de les travailler et les présenter sous forme d'avant-projet de texte, d'avant-projet de loi modificatif, avant-projet modificatif de loi concernées qui ont été citées par le député, 3 lois, 2 lois génériques, une loi simple et la Constitution également, parce que
certaines des dispositions contenues dans les lois organiques, et c'est leur propre, comme de la loi ordinaire, qui s'origine de l'article 85 de la Constitution, c'était de reprendre un certain nombre de dispositions de la Constitution, notamment les dispositions de l'article 48 en particulier. Donc, le comité est censé travailler sur tous ces textes-là, je reviendrai tout à l'heure. Donc, voilà le sujet. Maintenant, monsieur le député, vous avez parlé de l'article 173 que vous avez voulu plus ou moins opposer à l'article 109. Ils ne sont pas opposables. Ils ne sont pas du tout opposables parce que quand on dit que le gouvernement a l'initiative des lois, il n'en a pas l'initiative au sens où il peut le faire à l'insu du président de la République. Le président de la République est la clé de voûte des institutions à régime semi-présidentiel aussi. Et lorsqu'il y a Conseil des ministres, qui est la seule instance qui valide les projets qui viennent des ministères, c'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres en question. Tout comme lorsqu'il y a une transformation qui est apportée à une modification qui est apportée à un article quelconque de la Constitution. Quand on dit que le président a l'initiative de la modification de la Constitution, ce n'est pas un président abstrait dont il est question. Il est question du président du Conseil des ministres. Ce n'est pas lui qui s'élève, ce n'est pas ce que dit la Constitution, pour écrire le texte lui-même, ou qu'il l'écrive dans le cadre de son cabinet. Il a un ministre, en l'occurrence quand il s'agit des élections, et c'est pareil pour les autres matières contenues dans la Constitution, qui sont traitées par des articles susceptibles d'être modifiés. Le président de la République, il a donné des prérogatives à des ministres. Et les élections, il en a donné la prérogative au ministre de l'Intérieur. Mais que fait le ministre de l'Intérieur? Il ne fait que des propositions qui n'ont aucune valeur juridique. Aucune valeur juridique. Aucune. Ces textes-là, nous avons beau les bien faire. Ils ne sont opposables à personne et ils ne connaîtront jamais le moindre début d'application tant qu'ils ne sont pas venus en Conseil des ministres et que le Conseil des ministres les ait adoptés et qu'il les ait envoyés à l'Assemblée nationale, laquelle, lorsqu'il s'agit d'une modification d'une disposition de la Constitution, pour les prendre en considération, déjà, il faut réunir les 3/4 des membres de l'Assemblée nationale. Il faut 3/4 des membres de l'Assemblée nationale pour qu'on accepte le principe de la discussion sur la modification d'une disposition, si mineure soit-elle, de la Constitution. Lorsqu'on en accepte le principe, on confie ça aux commissions. Mais lorsqu'on revient, pour que ce soit une loi, il ne suffira pas qu'on lève la moitié des doigts, dont la plupart en général ne sont pas dans la salle, mais il faut que ce soit les 4/5 de l'Assemblée nationale qui les votent favorablement pour que, enfin, ça devienne une loi et que ça n'ait la force. Lorsqu'elle est promulguée par le président de la République, la modification aura eu lieu. Voilà le processus plein de embûches qui ont délibérément été voulues par le législateur, par lequel il faut passer pour qu'une modification, si petite soit-elle, puisse être apportée à une disposition quelconque de la Constitution. Et s'agissant des dispositions dites d'éternité, telles qu'elles sont résumées dans la phrase de l'alinéa 2,
et l'alinéa 3 de l'article 175 de la Constitution, elles ne sont susceptibles d'aucune forme de changement. Donc, ce n'est pas interdit de toucher à tous les articles de la Constitution. Les articles auxquels il est absolument interdit de toucher, et il n'y a aucune procédure législative par laquelle on peut légalement faire ça, ces dispositions, la personne n'y touchera. Parce que ce n'est pas possible. Celui qui un jour veut violer ces dispositions-là, il fait ce qu'on a vu. Mais ce n'est pas dans le cadre de la procédure législative que ça va se passer. On met forcément la Constitution de côté, et cela s'appelle quoi? Ça s'appelle un coup de force. Mais ce n'est pas une révision de la Constitution. Donc je voudrais dire à l'opinion qui a pu être émue par les commentaires qui avaient été faits, suscités en cela par le fait que nous avons mis en place ce comité, que notre intention, elle est toute modeste, vraiment à la limite dérisoire, qui consiste à considérer que ceux qui ont organisé les élections se sont rendus compte que certaines des dispositions des lois que nous utilisons pour organiser nos élections ne sont pas bonnes, et certaines de ces dispositions sont contenues dans la Constitution elle-même. Je veux vous lire quelques-unes de ces dispositions, en lisant aussi, évidemment, quelques articles de la Constitution concernés. Sur le cadre juridique, le projet intégrant en cela les recommandations faites par la CENI, qui est composite, comme vous le savez, et c'est dans sa composition plurielle que la fois passée, la CENI s'était réunie pour faire ces propositions-là. Elle demande que nos textes soient harmonisés. Les matières électorales, c'est parfois des lois organiques, parfois c'est des lois simples. On a dit qu'il faut faire en sorte que ce soit des lois organiques qui en parlent. La modification de l'article 45, justement, de l'article 47, alinéa 5, fait partie de ces lois. Voilà, l'article 47, alinéa 5, ce qu'il dit. Vous voyez, c'est l'article le plus important pour nous, pour tous les démocrates, pour tous ceux qui se sont battus et qui se battront pour que le préambule de notre Constitution soit respecté, pour que son article 1er soit respecté, pour que son article 175 soit respecté. C'est ça le condensé de tout ce à quoi je viens de faire allusion, c'est l'article 47. Mais l'article 47, dans le dernier alinéa, il dit, après qu'il a dit le président élu pour un mandat de 2 ans renouvelable, une fois que personne ne peut faire 2 mandats, ni prolonger un mandat, que nul n'est éligible s'il ne jouit de sa bonne santé, etc., etc. Il dit la loi précise les conditions d'éligibilité, de présentation de candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Ça serait pris par les lois, justement, qui organisent les élections. Or, ça, c'est une loi simple ici. La Constitution parle de loi. Il faut ajouter loi organique, tout simplement, pour qu'on ait l'harmonisation que recherchent les juristes. Ça, c'est la disposition à laquelle la CENI dit de toucher en mettant une loi organique précise. C'est tout. Rien d'autre. On a dit la loi, la CENI dit de mettre une loi organique pour qu'on soit dans un univers totalement harmonisé. Toutes les 2 autres lois
l'une relative à l'élection des membres du Parlement, des membres de l'Assemblée nationale, l'autre relative à l'élection du président de la République et les élections municipales sont des lois organiques. Celle-là va être une loi organique. La modification de l'alinéa 3 de l'article 48. L'article 48, c'est là où on parle de 2 tours. Le président de la République est élu au premier tour si parmi les candidats, l'un d'entre eux a eu plus de 50% des suffrages recueillis, exprimés valables, pardon. Au cas où aucun des candidats n'a recueilli plus de 50% des suffrages exprimés valables, on fait un deuxième tour. Et l'article, l'alinéa 3, voilà ce qu'il dit. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Si cette condition n'est pas remplie, c'est l'alinéa 4 plutôt, il est procédé, c'est 4 plutôt que 3, si cette condition n'est pas remplie, il est procédé au plus tard 21 jours après à un deuxième tour de scrutin. 21 jours après quoi? 21 jours après quoi? C'est pas clair. Nous avons considéré jusqu'à présent, vous vous souvenez, que c'est 21 jours après la proclamation des résultats. Or, après la proclamation des résultats, vous avez le travail de la Cour constitutionnelle, vous avez les recours, etc. Vous vous souvenez de la polémique que nous avons eue? Elle est partie de là. Parce qu'il y a une des lois organiques qui dit que les partis ont le droit de faire recours 15 jours encore après la proclamation des résultats. Or là, on a une borne de 21 jours. La première semaine, c'est la collecte des résultats, leur acheminement à la Cour, leur traitement par la Cour, la proclamation des résultats. Vous voyez, on a perdu déjà beaucoup de jours. Puis 15 jours pour le recours, comme l'avaient entendu les partis de l'opposition lors de la dernière élection, on est déjà aux 21 jours. Et donc, on n'a pas de temps pour la campagne électorale. Cette fois, on dit de corriger. Lorsqu'on bute à un problème, on le règle. Et le régler, ce serait de dire la modification de l'alinéa 3 de l'article de la Constitution permet de gérer l'ensemble des questions de recours portées devant la Cour constitutionnelle, présentation de candidatures, réception de recours, proclamation des résultats, etc. Donc, il faut se donner assez de temps. Il faut se donner plus que 21 jours. Vous vous souvenez, la fois passée, nous avons fait les élections le 21 février et puis le 20 mars. Nous sommes obligés d'aller au deuxième tour, alors même que les partis de l'opposition disaient qu'eux, ils ont besoin de 15 jours pour faire leur recours. La Constitution, qu'est-ce qui leur a été opposé par la Cour constitutionnelle? C'est l'alinéa 3 de l'article 48 qui leur a été opposé, qui parle de 21 jours. Mais si on dit que c'est après la proclamation qu'on a besoin, qu'on a droit à 15 jours, on attend la proclamation, on met ces 15 jours à profit et on fixe la date du deuxième tour après 15 jours. Parce qu'il est loisible à un parti politique de prendre tout son temps et de faire en sorte qu'il jouisse de tous ces 15 jours. C'est ça qu'on rectifie. Et donc, par conséquent, vous avez la durée qui s'étale du premier au deuxième tour, qui va forcément dépasser le mois tel qu'il est consacré par notre dispositif législatif pertinent, en l'occurrence. Je vais revenir sur les autres contraintes, parce que pour l'élection des députés, c'est 20 à 40 jours avant la fin du mandat des députés. Pour le président, c'est 30 à 60 jours. À l'évidence, c'est insuffisant, j'y reviendrai. Donc, l'alinéa 5, sa modification va consister à préciser que ce 21 jours après la proclamation
définitive des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle, monsieur le député. C'est ça la réponse. Il faut donc insérer un délai précis pour la campagne électorale en cas de second tour. C'est absolument nécessaire. Donc il s'agit, en l'espèce, de mieux préciser au niveau de l'article 20 de la loi 2014-01 du 28 mars 2014 ou de préciser ça au niveau de la loi fondamentale, un délai précis en cas de second tour de l'élection présidentielle. Ça pourrait être la proposition que ferait ce comité-là en vertu des recommandations qui ont émané de la CENI et qui est un cadre où cette discussion a impliqué des acteurs divers. La CENI a dit que dans nos textes, il n'a jamais été question de couplage des élections législatives et présidentielles. Mais pourtant, nous le faisons souvent pour des raisons que vous savez, pour des raisons surtout économiques, tant pour l'État que pour les partis eux-mêmes. Alors, ils disent qu'il serait de bon ton qu'on l'écrive, qu'il y ait une disposition qui le dise, qui le proclame et qui le définisse par conséquent. Alors, pour la présidentielle, l'article 48, alinéa 3, il avait prévu, je vous ai dit, de 30 à 60 jours avant la fin du mandat du président de la République. La CENI propose qu'on mette de 30 à 90 jours, qu'on commence tôt, c'est-à-dire qu'on commence au moins, au plus, 90 jours avant l'expiration du mandat. Jusqu'ici, on a dit d'un mois, de 1 à 2 mois. La CENI dit de 2 à 3 mois. C'est ça les modifications susceptibles d'être apportées à l'alinéa 3 de l'article 48. Et on ferait la même chose pour les élections législatives. On ferait de 60 là également à 90 jours pour qu'on soit à l'aise. La Constitution, elle doit nous servir. Si nous sentons que ce qu'elle contient n'est pas très commode parce qu'il nous met sous des contraintes qui sont difficiles, on change la Constitution. Ce n'est vraiment pas un tabou. Voilà, donc, il suggère aussi les modifications des articles 33 et 43 de la loi 2014-01 pour, d'une part, prendre en compte la reconnaissance des électeurs le jour du vote par témoignage et, d'autre part, pour mieux encadrer le vote sur la liste additive, notamment au niveau de l'alinéa 8 de l'article 33. C'est des questions de détail contenues dans ces lois qui vont être changées. La modification des délais prévus à l'article 37 de la loi organique 2012-35 sur la Cour constitutionnelle en précisant que ces différents délais ne sont pas cumulatifs. Là aussi, il y a un travail d'harmonisation à faire entre ces lois. La suppression de l'article 47 et la modification de l'article 48 de la loi 2014-01 du 28 mars 2014 sur le régime général des élections en prévoyant d'une part, disent-ils, mais ce sont de simples précisions, je n'ai même pas besoin d'aller dans les détails, qui vont faire l'objet de discussions au CNDP, si le CNDP ne devait pas exister, à l'Assemblée nationale, où tous les partis sont présents. Et puisqu'il s'agit d'avoir les 4/5 de l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut mobiliser une partie importante de l'Assemblée pour pouvoir apporter même ces modifications lorsqu'il s'agit de la Constitution. Mais pour ces lois, il suffira de la majorité simple. Et, en général, donc, par conséquent, c'est des lois sur lesquelles le consensus se font facilement parce que ce sont des lois qui ont les mêmes contraintes pour nous tous, quels que soient nos partis politiques, et là où ils se situent de façon conjoncturelle. Voilà un peu les réponses, monsieur le député, que j'ai à apporter à vos questions. Si je dois me résumer, sur la Constitution, on ne touchera qu'à des dispositions qui ont un rapport
avec les élections sur les délais. Les délais qui sont prévus actuellement sont des délais insuffisants. Il faut les changer. Et c'est la prérogative du ministère de l'Intérieur, en vertu de l'article 109, justement, parce que nous avons l'initiative du changement de la Constitution a lieu le jour où le président de la République, en Conseil des ministres, valide un projet de loi allant dans ce sens en Conseil des ministres. Il en a l'initiative et il exerce cette initiative à partir de ce moment-là. Tout ce que peut faire un ministre avant ça n'a aucune valeur juridique, n'a aucune importance. Seul lorsque, en Conseil des ministres présidé par le président de la République, une modification d'un article déterminé de la Constitution a été acceptée, le président a alors joui de son pouvoir, a alors exercé, son pouvoir prévu à l'article 109, à l'article 173, À l'article 109, quand on dit que les ministres, et je répète en cela ce que j'ai dit tout à l'heure, ont le pouvoir de produire les lois, l'article 109, concurremment avec l'Assemblée nationale, ils ne l'ont pas par eux-mêmes. Ils l'ont lorsque ils en ont fait la proposition en Conseil des ministres présidé par le président de la République et accepté par lui, celui qui a le dernier mot, celui qui fait la synthèse et celui qui dit voilà ce que nous avons retenu. Donc le pouvoir qu'ont les ministres d'être à l'initiative des lois, ils ne l'exercent pas à l'insu et sur le dos du président de la République, ils l'exercent dans les mêmes conditions que lorsque on est dans le cas de figure de l'article 173. Dans les faits, il n'y a aucune différence. Mais le législateur a cru devoir nécessaire de sanctuariser le pouvoir de la modification de la Constitution en disant expressément c'est le président de la République qui en a l'initiative. C'est une simple question d'écriture. Mais dans le fond, c'est la même chose. Pour les lois ordinaires, comme pour la modification de la Constitution, ça se passe en présence du président de la République et celui qui a l'initiative en dernière instance. Voilà, Monsieur le Président, les réponses qu'il fallait apporter aux questions soulevées par le député. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour la clarté de votre exposé. Nous, conformément aux dispositions du règlement intérieur, le temps de parole arrêté à 90 minutes est réparti ainsi que suit. Et les groupes parlementaires interviendront dans l'ordre ci-après. Premier groupe à intervenir, le groupe parlementaire Imper Gamouria et apparenté Adelki Moutounki et PSD Bassira qui dispose de 9 minutes. Deuxième groupe, les Patriotes qui disposent de 7 minutes. Troisième groupe, Rassemblement des démocrates RD Hankouri Nassara Tabat qui dispose de 15 minutes. Quatrième groupe, les Républicains qui disposent de 7 minutes également. Cinquième groupe, PNDS Traya qui dispose de 39 minutes. Et le dernier groupe à intervenir, Zamzam Lumana qui dispose de 13 minutes. Nous attendons incessamment la liste des intervenants des différents groupes. Si vous n'êtes pas prêts, nous avons pour Jamhouria. vous avez Madame? Le premier groupe à passer est prêt. J'ai la liste. D'accord. Nous allons sans plus tarder passer la parole aux intervenants du premier groupe. Madame, rappelez-nous Trois les intervenants. intervenants. Hannatou Barkire, Manzo Lima Amadou et le président Marine. Pour Jamhouria. Je vous rappelle, vous avez un crédit de 9 minutes. Le premier intervenant a la parole. Honorable Hannatou Barkire. En note, vous passez. Second,
Le second intervenant. Manzo Lima Amadou. Manzo passe. Troisième. Mareni. Mareni passe. Ah bon? Micro. Merci, Monsieur le Président. Na gode ministre d'État da yau wannan rana da abokinmu ya nema ya ji menene zancen za a duba kundi na tsarin zaɓe. Lalle an yi rudani, sun ma wannan rudanin lalle al'umma da ba su ganewa sun yi mummunar fahimta. Amma yau minista na cikin gida mai kula da tsaro ya ba da cikakken labari cewar dangance da al'amuran zaɓe wanda wannan cikaskin kowa ya yi rudani a busanta. Na farko da aka zo zagaye na biyu an yi rudani na cewar wannan dokawar ta ba da kwana 21 na a tafi zaɓe. Dangance da ita 'yan adawa sun kawo rudanin cewar shugaban ƙasa ma lokacin shi ya huce ko zaɓe ba zai yi ba. To shine sai ni ƙungiyawar ta kula wadda take da nauyin zaɓe ta nemi minista ta cikin gida ita ke da nauyin da za ta iya duba wannan kundi ta yi masu kwaskwarima ta ba da shawara shine minista na cikin gida ya kawo wannan dokar majalisa. Don dangance da wannan magana ni kiran da nike da minista na cikin gida wajen harkar mushinan zaɓe ne. A cikin wannan dokar a ƙara korima cewar duk parti wanda suke da nauyin su yi zaɓe a ƙaramar hukuma su za su ba da mushinan zaɓe. To akwai jami'in da ba su da wannan mushinan ƙwararru. Suna ba da mushina wanda an ƙare zaɓe sun kawo sakamako shi'ar sama mi suka rubuta. Jam'iyyar ta ci zaɓe su je su rubuta jam'iyyar da ba ta ciwo zaɓe. Kenan wannan matsalar mu ita ce babba ma ga 'yan siyasa. Inda jami'a an ba ta dama ga kasanta ta ba da mushinan zaɓe kaza. Alhali mushinan zaɓen nan ba ta da shi, sai ta kawo mutanen da ba su iya rubutu ma. Ina tabbatar muku akwai PV da aka kawo wanda firizidanki na zaɓe rubutu bai ma iya shi ba. Kawai ya zo ya ce Allah annabi a samu wani cika masa. Muka ce to kai a wani zai cika ma. Na ce wanda zai cika ma an yi rubuta kan shi ba. To wannan mu ita ce babbar matsala. Ya kasance mushinan zaɓe kafin ma a je zaɓe an yi jarabawa an ɗauke su na ƙasa. Amma ba mushinan zaɓewa na jam'iyya. Jam'iyya tana kai wakilanta wanda suke tsare mata akwati. Kenan wannan wakilan wanda suke tsare akwati sun isa. Wanda yake so ya sa ido kal a zalunce shi ko kal a cakin shi to ya tura delege. Amma mushen da zai zaɓe kasance mushe ne wanda ya san a ƙaƙin PV. Tunda PV ne wanda ya ƙaramin karatu bai iya cika shi. Shi kuwa a 'yancin mushen zaɓe wani bai iya cika ma PV. To jama'a ina za shiga. To saboda haka yau mai girma minista na cikin gida wannan bayanin da kai al'umma ta karkara ta san cewar zargi da ake nan ana yi ba shi wani. Tunda mutane su hangen su wata manufa ce daban. In an ce za a taɓa kundin ƙasa a'a an taɓa kundi don a samu a yi wata iri. To jama'a yau dai minista ya gaya wa jama'a ƙarara dangance da matsalolin zaɓe ne. Shi ko zaɓe yana da matsala kenan zaɓe bai yin kyau. Kenan wannan abu da aka mana mu ya kamata mu maraba da shi kuma mu na'am da shi. Saboda haka zan bar wanda yake bana Alhaji Sule Idi ya yi magana. Sule Idi.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez 4 minutes. Ministre d'État à l'Intérieur. Oui, oui. Je sais que j'ai 4 minutes. Donc, je félicite véritablement. Tenez bien le micro, s'il vous plaît. J'ai dit, je tiens à féliciter le ministre de l'Intérieur pour les éclairages qu'il vient d'apporter relativement aux lois électorales qui feront l'objet de révision. Mais moi, j'ai 2 questions. Ma première question concerne le multipartisme intégral. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est devenue presque ingérable, eu égard au nombre de partis politiques au Niger. Et aujourd'hui, quand vous partez dans un bureau de vote, on va vous donner 30, 40, 50 bulletins. Je vous avoue qu'il serait très difficile pour un électeur de pouvoir sortir le bulletin pour le parti en question, le parti de son choix. Je voulais savoir par rapport à ces questions-là, sur le multipartisme intégral, sur le mode de conception des bulletins, est-ce que des dispositions vont être prises? Est-ce que des dispositions vont être prises pour que... Monsieur le député, revenez s'il vous plaît à la question objet de... Mais moi, j'estime que ça... du contrôle de l'action gouvernementale. Oui, mais Excellence, Monsieur le Président, j'estime que quand on veut réviser un texte qui concerne les lois électorales, le multipartisme aujourd'hui, comme on a vu, vous voyez la CENI aujourd'hui, tout parti au Niger est membre de la CENI. Est-ce que c'est admissible ça? Il faut le voir. Est-ce que c'est admissible, s'il vous plaît? La CENI, elle coûte extrêmement cher en matière électorale au Niger. Est-ce qu'on va continuer à observer des situations où les gens créent les partis pour se retrouver uniquement membres de la CENI? Je trouve que, honnêtement, c'est inadmissible. Il faut qu'on trouve un rempart pour régler ce problème. Premier aspect, quand on part dans un bureau, aujourd'hui, les problèmes qu'on a au Niger, c'est quoi? Quand on va au vote, il y a des bulletins de partis qui arrivent, d'autres n'arrivent pas. Si c'est un bulletin unique, c'est qu'on jette pour tout le monde ou on amène pour tout le monde aux élections. Moi, j'estime que ça, c'est des préoccupations. Et quand on touche aux lois électorales, il faut véritablement les toucher pour que de manière apaisée, nous partons aux élections. Je vous remercie. Maintenant, suivant. La liste est close. Nous allons passer au groupe parlementaire suivant, les Patriotes qui disposent de 7 minutes. Le premier intervenant des Patriotes. Amassa. Amma, vous avez la parole. Merci, Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre d'État, camarades députés. Je remercie d'abord l'honorable Kadri Dodo qui nous a permis en tout cas d'avoir un éclairage par rapport à ce sujet en débat. Et la vie de toute démocratie se mesure par l'organisation des élections libres, transparentes et acceptées de tous. Or, pour que les élections traduisent véritablement la volonté populaire, elles doivent être organisées sur la base des textes clairs, précis et cohérents. Malheureusement, la loi électorale, telle qu'elle se présente actuellement, présente beaucoup de lacunes, beaucoup d'imprécisions et d'incohérences. Vous conviendrez tous avec moi que cette situation d'incohérence dans ces textes a impacté très négativement le déroulement des dernières élections. Je voudrais parler de la composition des dossiers des candidats, des délais pour le dépôt de ces dossiers, du fonctionnement des bureaux de vote et de la CENI elle-même, des réclamations devant la Cour constitutionnelle, pour ne citer que cela. C'est pour toutes ces raisons
que nous saluons et encourageons cette initiative du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a bien voulu mettre en place un comité technique regroupant toutes les sensibilités politiques pour préparer un avant-projet de code électoral. Tout ce que nous attendons aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est un travail de qualité. Un travail qui prendra en compte toutes les leçons tirées à l'occasion des scrutins passés afin que notre démocratie sorte grandie. Merci, Monsieur le Président. Honorable Tanim. Tanimoun. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre d'État. Je félicite Monsieur le ministre d'État pour la clarté de ses propos et la franchise avec laquelle il nous a édifiés. Le ministre d'État a touché du doigt, Monsieur le Président, les vrais problèmes, les vraies préoccupations de la population, en évoquant l'article 175 et l'article 47 avec ses alinéas, je crois. L'article 175, c'est lui qui interdit la possibilité de toucher à l'article 47 et bien d'autres. L'article 47 qui est relatif à la prorogation du mandat du président de la République. Lui-même, l'article 175, on va les maintenir intacts. Je pense que, Monsieur le ministre d'État, vous avez rassuré plus d'un. Vous avez rassuré plus d'un. Et je pense que vous aurez dû aller plus en profondeur en nous rassurant davantage sur la nature du régime qui sera proposé. Oui, actuellement, nous sommes sous le régime semi-présidentiel. Est-il envisagé éventuellement de toucher la nature du régime? C'est une question que je me pose. Est-ce que vous avez ça derrière la tête? Un autre point de mon intervention, Monsieur le Président. Le ministre d'État a évoqué la possibilité du vote par témoignage. Ce sont les propositions de la CENI. Et que ça fera partie des articles qui seront amendés. Et l'on se rappelle bien que le vote par témoignage a fait l'objet de beaucoup de contestations. La plupart des fraudes, on les a liées au vote par témoignage. Je pense qu'il va falloir que le comité s'y penche davantage sur la révision éventuelle de cet article. Et aussi prendre en compte la possibilité de l'État de pouvoir organiser les prochaines élections générales avec les fichiers biométriques. Est-il possible, tout en votant avec les fichiers biométriques, de retenir le vote par témoignage? Voilà l'essentiel de mes propos, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci. C'est fini? Oui. Nous sommes en fin de liste. Nous sommes en fin de liste. On va passer au groupe suivant. Il s'agit du Rassemblement des démocrates qui dispose de 15 minutes. Le premier intervenant de ce groupe a la parole. L'imam. Oui, merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le ministre d'État, vous nous avez édifié franchement, mais tout de même, on a deux questions à vous poser concernant. Ma première question a été prise en compte par l'honorable Tanimoun. Tout de même, concernant, franchement, est-ce que avez-vous l'intention de changer de type de régime dans vos... Voilà. S'il y a un article qui va concerner uniquement le changement de type de régime dans les différentes modifications. Donc, convenez avec moi que les élections passées ont des anomalies entre les deux tours concernant donc les délais. Donc, vous confirmez qu'il y a franchement des anomalies entre les deux tours des élections passées, concernant le délai bien sûr.
troisième question, qu'en est-il exactement du fichier biométrique? À quand le démarrage de mettre en place le fichier biométrique? Comme l'a dit encore l'honorable Tanim, si on parle de fichier biométrique, il n'y aura pas de vote par témoignage. Donc, qu'en est-il exactement de ce fichier biométrique? Merci. Merci. Intervenant suivant. Honorable Lawal Ibrahim.